Hello et bienvenue par ici. Aujourd'hui, je vous emmène visiter notre terrain puisque ça y est, nous sommes, David et moi, les heureux propriétaires d'un terrain au Portugal qu'on aura cherché pendant presque une année finalement. Je vais vous le montrer sous toutes ses coutures pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble, puisque l'idée c'est de construire une maison autonome et éco-conçue dessus. Donc cette vidéo servira de vidéo de base, de référentiel un petit peu. Comme ça on verra avec l'avancée des travaux ces prochaines années, parce que je pense que ça va durer plusieurs années, on verra un petit peu le fil des évolutions. Avant de vous montrer les images, je voulais revenir un petit peu sur du contexte, histoire de reprendre un petit peu notre histoire. En 2019, David et moi, on s'est lancé pour ce qu'on voulait être un tour du monde sans avion, c'est-à-dire qu'on a vendu notre maison à Lyon, on a vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour ne plus garder qu'un sac à dos chacun et se lancer sur la route. Donc on voyageait en train et en bus majoritairement. On a fait un petit tour de la Mongolie à vélo aussi, on aurait espéré faire davantage de vélo plus tard, passer par la mer avec la voile, etc. Mais comme vous le savez, le Covid est arrivé, toutes les frontières terrestres se sont fermées à ce moment-là et sont restées fermées un bon moment. Et quand on voyage par la terre, qui dit frontières fermées dit le voyage doit se terminer. Donc on est rentré, ça a été un petit peu comme se prendre un mur à pleine vitesse puisqu'on était en train de vivre notre plus belle vie, je pense qu'on peut le dire. Il y a d'ailleurs, j'avais fait des vidéos vlogs de notre voyage, donc vous pouvez les retrouver sur cette chaîne si ça vous dit. C'est pas du grand professionnalisme, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est des petites vidéos à nous, nos petites images qu'on avait envie de garder. On est donc rentré, coup dur, dans une France qui était confinée pendant 2 ans. Ça a été un petit peu le coup de grâce, puisque comme je vous l'ai dit, on avait tout vendu, on n'avait plus de chez nous, on n'avait plus rien. Et bon, alors évidemment, plus rien c'est beaucoup dire parce que on avait la chance d'avoir des familles qui ont pu nous accueillir le temps qu'on retrouve un petit peu du poil de la bête. Mais le fait de se retrouver comme ça, démunis, sans attache, ça nous a fait prendre conscience que on avait besoin d'un petit cocon à nous, d'un petit endroit dans lequel on se sente chez nous et dans lequel on puisse toujours revenir puisqu'on partait vraiment inconscient, insouciant surtout, pour notre grand voyage, en se disant qu'en fait notre maison c'était notre sac à dos, c'était nous deux, mais en fait on s'aperçoit que la vie c'est pas tout rose et parfois voilà le monde se ferme, toutes les frontières se ferment, il y a des gros virus qui peuvent arriver et cloisonner le monde et du coup quand on se retrouve comme ça et qu'on n'a plus rien, on se rend compte que c'est peut-être mieux d'avoir quand même un petit chez soi dans lequel retourner en sécurité quand ça va pas. Quand il a fallu se décider à choisir un endroit pour notre chez nous, le Portugal s'est tout de suite imposé puisque, pour la petite histoire, David a la double nationalité française et portugaise et toute sa famille est d'origine portugaise. Donc il a quand même un fort attachement à ce pays, évidemment. Il a beaucoup de membres de sa famille qui y habitent encore. Et comme on est ensemble depuis plus de 15 ans maintenant, c'est un pays, moi aussi, que je commence à bien connaître et on sait toujours... Voilà, dans nos rêves, quand on discutait un petit peu de notre futur, on s'est toujours imaginé plus tard, dans un futur hypothétiquement rêvé, habiter au Portugal. Et donc, quand il a fallu trouver cet endroit, on s'est dit, pourquoi pas chercher là en fait. C'est un pays qu'on aime tous les deux beaucoup, qu'on connaît aussi. David parle couramment le portugais, moi je commence à me débrouiller quand même. On y vit depuis 2 ans et demi maintenant, on était installés dans une maison de famille donc au centre du Portugal et grâce à notre van ici qui s'appelle Willy, on a un petit peu fait des tours dans les régions dans lesquelles on projetait peut-être de s'installer à la recherche du terrain parfait. Donc je vous avais un petit peu amené avec moi dans des vlogs que vous pouvez retrouver sur cette chaîne pendant notre recherche. Ça aura duré, comme je vous dis, presque 1 an, donc il aura fallu de la patience et beaucoup de visites. C'est finalement dans la région de Lisbonne qu'on a trouvé notre terrain, entre Sintra et Ericeira, vraiment à peu près entre les deux. Pour nous, c'était vraiment le bon compromis entre être un petit peu isolé, donc être à la campagne, mais en même temps être au cœur du mouvement, c'est-à-dire à côté d'Ericeira et Sintra, qui sont 2 villes ultra dynamiques, et à moins de 40 minutes de Lisbonne, qui est la capitale, et pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, une très chouette ville. Pour ne rien gâcher, on se retrouve en plus à moins de 2 km de la mer. Il y a une toute jolie plage encaissée dans les falaises juste à côté de chez nous.
Donc on est les plus heureux. Nous, nos critères de recherche, comme je vous le disais, c'était un petit terrain au calme, mais en même temps pas trop au calme, parce que je peux vous dire qu'on en a visité des trous paumés, et c'est surtout en visitant ce genre d'endroit qu'on a réalisé qu'en fait on avait quand même besoin d'être un petit peu dans le mouvement, quand même pas trop reculé, avec ou sans ruines, puisque le but c'est d'habiter dans une maison qui va alors être éco-conçue, mais aussi consommer le moins d'énergie possible, puisqu'on aimerait qu'elle soit autonome en énergie. Donc s'il y avait eu une maison sur le terrain, et il y a d'ailleurs, enfin vous verrez de toute façon les images, il fallait qu'on ait la capacité de pouvoir la rénover de façon à ce que énergétiquement elle soit neutre. Il fallait que l'orientation soit bonne aussi, on voulait une orientation sud, toujours pour maximiser nos chances d'avoir une maison neutre en énergie. La petite cerise sur le gâteau, une vue, hein, mais ça je pense qu'on en rêve tous. Disons qu'on avait commencé au bout d'un an de recherche à perdre espoir. En fait, vous verrez que la vue de ce terrain, enfin nous on la trouve extraordinaire. De toute façon c'est bien simple. Ce terrain, du coup, dont on est les très heureux propriétaires, c'est vraiment le terrain de nos rêves, celui auquel presque on n'osait pas, on n'osait même pas y rêver tellement il est incroyable en fait. Et en plus de ça, je ne l'ai pas précisé, mais nous, on se déplace sans avion. Depuis 2020, il n'y a plus aucun train qui relie le Portugal à la France. C'est bien dommage, donc nous, on rentre en bus. Mais normalement, à partir de 2023 ou de 2024, ils vont remettre une ligne, voilà, donc qui va faire de Lisbonne jusqu'à Hendaye. Et nous, nos familles habitent dans les Landes, donc ça sera bien pratique pour nous d'habiter juste à côté de Lisbonne. Sinon, pour ce qui va être de la construction, c'est pas ultra toléré au Portugal de faire de l'autoconstruction, pas comme en France en tout cas. On peut pas comme ça partir construire sa maison tout seul, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut forcément passer par un ou une architecte. Et ensuite, peut-être voir avec les différents ouvriers, le maître d'œuvre, etc., si on peut participer, s'il y a certaines étapes qu'on peut faire, nous, avec nos petites mains. Nous, on est évidemment volontaires pour faire un maximum de choses, mais voilà, on va voir comment ça peut se goupiller. Dans tous les cas, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, on a repéré une architecte qui a l'air super engagée, en tout cas sur toutes les questions d'éco-construction, qui est spécialisée dans les constructions terre-paille. Nous, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc écoutez, ça collerait plutôt bien. Et on la suit un petit peu sur Instagram, on voit un petit peu les projets sur lesquels elle est en train de travailler, et on s'aperçoit qu'en fait, les propriétaires peuvent mettre un petit peu la main à la pâte et faire certaines étapes. Donc je pense qu'elle est un petit peu rodée sur ces sujets et qu'elle saura nous indiquer ce qui est possible, ce qui est pas possible. Dans tous les cas, voilà le principe. C'est de faire une construction en terre-paille qui soit énergétiquement neutre, avec des matériaux le plus locaux possible, évidemment le plus responsable, enfin éco-responsable possible. Bref, de faire un petit nid à notre image, j'ai envie de vous dire. Allez, je vais arrêter de blablater et je vais vous emmener faire un petit tour sur le terrain. On y va. Alors, je vous emmène visiter notre petit chez nous. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un village. Je vous montrerai pas trop les maisons alentours, évidemment, puisque je ne vais pas filmer chez les gens. Mais voilà, il faut vraiment savoir que on est en bout de village, en fait. C'est pour ça que d'un côté, il y a le village, par là, et de l'autre côté, il y a la vue qui n'est pas moins que le parc naturel de Sintre. Donc c'est un terrain qui fait 8000 m², un petit peu moins de 8000 m², un grand terrain donc sur lequel on envisage évidemment de faire de la permaculture. On aimerait recueillir des animaux dont plus personne ne veut parce qu'ils ne sont pas jugés intéressants pour l'élevage. Ça fait partie de nos grands rêves. Donc on se dit qu'avec 8000 m², on pourra évidemment pas recueillir toute une ménagerie, mais on pourra recueillir, pourquoi pas, quelques chèvres, quelques ânes, on verra. Je suis en train de marcher dans les orties et ça traverse le tissu de mon pantalon. Tout va bien. Donc voilà, on arrive dans ce que j'appellerais la première partie. Je vais essayer de vous le décomposer en plusieurs parties, où il y a du coup les bâtiments qui sont sur le terrain.
C'est toujours mieux évidemment de faire de la rénovation, hein. Ça c'est un truc qu'on avait toujours en ligne de mire plutôt que de la construction pure et dure. Donc on est quand même content de pouvoir récupérer des bâtiments, même si on va pouvoir en fait ne récupérer que celui-là, puisque vous verrez qu'il y en a d'autres derrière, et qui ont été construits illégalement, donc on ne pourra pas les récupérer. Et ça, c'est l'immense magnolia, il est gigantesque, on l'a observé de la colline en face, on pense que c'est le plus grand arbre du coin. Il est vraiment magnifique, j'ai hâte qu'il fasse des fleurs pour voir à quoi il ressemble. Et donc ça, ce sera donc le premier bâtiment qu'on va garder, qui sera probablement notre garage. En tout cas à l'intérieur, il faudrait peut-être que les gens qui font, vous savez, des urbex ou des trucs un petit peu, les spécialistes un petit peu des esprits, il faudrait peut-être qu'ils viennent. Parce que ben voilà, c'est encore complètement dans son jus avec, ben il y a plein de trucs. Plein de trucs. Petite table, des meubles qui avaient l'air magnifiques mais qui sont complètement rongés par l'humidité. À mon avis c'est irrécupérable tout ça. Une petite pièce par là. Avec le lit et tout. Enfin bon voilà, hein, c'est vraiment dans son jus. J'avoue que moi je me rends compte que j'apprécie pas trop ce genre de choses, ce genre d'ambiance. J'ai vite envie en fait qu'on se sépare de ces objets. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas c'est ce que ça me fait. Donc voilà, il faudra qu'on vide un petit peu tout ça. Je sais pas trop comment on fera. À mon avis, il y a beaucoup de choses à jeter puisque à mon avis, l'humidité a complètement tout rongé. Quand on est à l'intérieur, vous savez, on sent que c'est humide. Donc même à mon avis, si on récupère ces bâtiments, on pourra peut-être récupérer les murs, mais il faudra bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration de champignons ou tout ça. Mais je pense que le toit, c'est un peu fichu. Ici, il y a un magnifique bougainvillier qui court sur la paroi, qui n'est plus trop en fleurs évidemment, hein, puisqu'on est début mars. Mais on voit encore quelques petits résidus de fleurs. Ça aussi, ça a toujours été mon grand rêve d'avoir un bougainvillier chez moi. Donc je peux vous dire, quand je l'ai vu le jour de la visite, le terrain a gagné des points. Donc voilà, l'immense magnolia qui est là. Une armée d'orties qui est là. Ça c'est bon signe, hein, les orties, ça veut dire que la terre est riche. Et ça donc c'est le reste des bâtiments. Je vais vous y amener. Donc avec toutes sortes, bah voilà, une brouette, toutes sortes d'objets. Il va falloir qu'on trie tout ça, hein, franchement. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, si vous avez des idées. En tout cas, ce genre de petites images là, avec la vigne comme ça qui court sur le mur, les volets verts complètement décatis, la petite fenêtre, enfin moi c'est vraiment le genre d'images qui me font craquer, même si je sais que ça ne restera pas, parce que ça ne peut pas rester. Franchement, j'adore. Donc c'est ici que sera la maison, puisque voilà, il faut qu'elle soit en continuité des bâtiments. Et quand je vous dis évidemment que le terrain fait 8000 m², on parle pas de 8000 m² constructibles, hein. Évidemment. Sur le terrain, il y a à peu près, je crois, 400 m² de constructibles, tout confondu, donc c'est-à-dire si on veut faire un garage, une dépendance pour le jardin, ou que sais-je. Ça reste beaucoup, 400 m², hein, nous on n'atteindra pas ça très clairement. Mais voilà, tout n'est évidemment pas constructible sur le terrain. La grande partie, elle est faite pour les animaux, l'agriculture, etc. Voilà donc les deux bâtiments qui ont été rajoutés ensuite de manière illégale. Donc ces deux-là, on pourra pas les garder. On pourra garder, comme je vous montrais, que la petite bâtisse du début. C'est un réservoir d'eau, c'est ce qu'on utilise beaucoup ici au Portugal pour notamment l'irrigation des cultures. C'est un procédé qui se fait beaucoup. Donc voilà, il est là. Il y a d'ailleurs un puits que je vous montrerai tout à l'heure qui est par là-bas. Ensuite, je continue donc à me promener sur le terrain. Comme je vous le disais, la vue, elle est plein sud. Donc la maison étant là, vous voyez qu'il y a quelques petits, donc ça c'est un petit olivier. Ça je ne sais pas ce que c'est, tiens, peut-être des petits oliviers aussi. C'est des petits arbres qu'il faudra qu'on déplace sur le terrain puisque toute la lumière du soleil du sud, il va falloir que nous, on puisse en profiter pour pouvoir avoir un impact énergétique neutre. Encore une fois, on y revient. L'orientation de la maison, c'est hyper important. Et même si on pourrait se dire qu'au Portugal, les problématiques sont pas tout à fait les mêmes qu'en France puisqu'il fait quand même un poil plus chaud, dans la région dans laquelle on est ici, on n'est quand même pas sur des températures comme en Algarve où ça monte beaucoup.
La température est même assez stable. Vous savez, on est au bord de l'océan, donc en fait c'est comme en France, c'est-à-dire que la température est assez stable finalement tout au long de l'année. Même si les hivers sont assez doux, on sky quand même. Et même avec le réchauffement climatique, je pense qu'il faut quand même tabler sur se protéger du froid aussi, pas que du chaud. Même si évidemment ça reste un point essentiel, mais pas plus que dans certaines régions de France. Et donc ça, voilà, c'est la vue sur le parc national de Sintle qu'on a tout du long jusqu'à là-bas, mais je vous montrerai ça. Donc ça, c'est l'une des parties. Vous voyez que, en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de partie? C'est parce qu'en fait, le terrain est segmenté comme ça avec des petits murs en pierre. Ils sont complètement typiques du paysage, ces petits murs en pierre. Dans la région, il y en a vraiment partout. Donc on est même tenu de les garder comme tels. De toute façon, vous pensez bien qu'on ne les aurait pas enlevés. Moi, je trouve ça magnifique. Mais voilà, du coup, c'est assez drôle parce que le terrain est segmenté comme ça en plusieurs parties. Nous, ça nous aidera peut-être à faire notre design du terrain, puisqu'il va falloir qu'on commence à travailler là-dessus. Quand on veut concevoir un projet comme ça en permaculture, c'est intéressant de réfléchir à où vont être les choses de façon à ce que tout soit plus facile et plus harmonieux à mettre en place. Donc je vous emmènerai évidemment avec nous dans ce choix, dans cette réflexion-là. Mais laissez-moi vous emmener maintenant dans le verger. Ouais, il y a un verger. Ça, je vous avoue que quand on était en plein dans nos recherches, le verger, c'était clairement pas un critère, hein, puisque c'est fou, un verger quand même. Oh oh oh, les herbes sont très très hautes par ici. Faites-moi penser à bien vérifier que j'ai pas de tiques en rentrant dans le van. Parce que là, vu comme les herbes sont hautes, il y a de fortes chances. Ça c'est le puits, vous voyez on est juste en dessous du bâtiment. Et le verger. Avec les néfliers qui sont pleins à craquer. Les fruits sont pas encore mûrs, mais bon, c'est pour bientôt. Donc là, évidemment, le pauvre verger, il a plus ni feuilles ni fruits. Hein. Encore une fois, on est début mars. Mais il y a donc des néfliers, comme vous l'avez vu, des poiriers, des pommiers, un petit citronnier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pruniers aussi, un ou deux abricotiers. Enfin bref, il y a plein de fruits différents. Enfin vraiment, franchement, c'est merveilleux. Alors, il faut savoir que au moment là où je vous parle, je suis émerveillée. Parce qu'encore une fois, on a signé il y a une semaine ou deux. Après des mois et des mois d'inquiétude à penser que le terrain allait nous passer sous le nez. Et je vous le dis, ce terrain, on n'osait même pas l'imaginer en rêve en fait, tellement il est parfait. Je ne saurais que vous dire. Donc voilà le verger, ça c'est toute la partie. Ça descend jusqu'en bas et donc toujours exposé sud avec du coup le parc national de Sintle en fond. Et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des petites... c'est quoi ça? Des petits fruits, des petites poires peut-être. Comment ça se fait qu'elles soient déjà là? C'est bizarre ça. Pas sûr que ce soit des poires en fait. Bizarre. Et voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin avec le bâtiment. Le puits donc qui est là, l'immense magnolia qui est là, qui viendra nous apporter un petit peu de son ombre en été justement. Donc là on arrive dans une autre partie du terrain avec de magnifiques pins parasols par ici, j'adore, c'est mes pins préférés. Toujours des oliviers sauvages, un petit peu partout. Et vous voyez que c'est là qu'on a installé notre petit Willy. Pourquoi ne pas profiter de cette vue, hein, n'est-ce pas? Il y a ces espèces de grandes... je sais même pas leur nom, tiens, il faudrait que je me renseigne. De grandes plantes sur le terrain. Il y en a 2 ou 3. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, ça fait évidemment penser au sud, à la Méditerranée un petit peu. En général, c'est dans ce coin-là qu'on trouve ça. Et c'est hyper impressionnant, je trouve. C'est très très grand. Et donc le terrain descend comme ça jusqu'en bas. Ce qui est bien, c'est qu'il descend justement, donc on peut jouer avec les pentes en fonction de ce qui a besoin de plus d'irrigation ou pas. Et en même temps, la pente reste très douce. Donc c'est vraiment les conditions idéales en fait. Et regardez-moi comme c'est beau. Je ne sais pas si vous l'entendez, ça m'étonnerait, mais il y a une rivière en fait en contrebas qu'on entend.
Et donc quand on a visité le terrain la première fois avec son ex-propriétaire, elle nous disait qu'elle voulait installer un banc ici pour pouvoir donc admirer cette vue en écoutant le bruit de la rivière. Et donc je lui ai dit à la signature qu'on le mettrait, ce banc qu'elle avait imaginé, et qu'on ferait graver ses initiales dessus. Voilà, c'était ma façon de... je sais pas, d'adoucir un petit peu ce moment, même si je sentais qu'elle était très heureuse de se débarrasser de ce poids, de se débarrasser de cette vente et de passer à autre chose. Mais en même temps... forcément elle avait un petit pincement au cœur de dire au revoir à un terrain aussi magique. Je crois qu'il y a un petit peu un truc de magique. Et comme on sait en fait qu'elle nous a favorisé pendant tout le processus parce que elle aimait l'idée de donner ce terrain à 2 petits jeunes qui avaient envie de faire les choses bien, qui avaient envie de prendre soin de ce terrain et de l'investir pleinement. Voilà, moi ça me faisait plaisir de garder un petit peu quelque chose d'elle sur ce terrain avec ce banc. Comme ça, vous savez tout. Franchement, je ne m'en lasserai jamais de cette vue. Vraiment jamais. Donc cette partie, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elle est beaucoup plus sèche. Donc on va retrouver des pins, on va retrouver donc des petits oliviers sauvages. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment différents paysages sur le terrain. Donc on va pouvoir exploiter pour différentes cultures, différentes choses en fonction de ce dont on a besoin. C'est ça qui est intéressant quand on a de manière aussi évidente différents paysages, parce qu'il faut savoir que même quand on a un tout petit jardin, il y a bien souvent de grandes différences en fonction des zones, en fonction de est-ce qu'on est près d'une haie, est-ce qu'on est exposé au vent, est-ce qu'on est proche d'une source d'eau. Enfin bref, c'est toujours intéressant de s'intéresser au terrain avant de s'intéresser aux cultures qu'on va mettre dessus. Ça c'est un petit peu un des principes de la permaculture. Parce que bon, je vous dis que j'y connais rien, mais j'ai quand même lu plusieurs bouquins sur le sujet parce que c'est un sujet qui me passionne et de toute façon je vais en avoir besoin pour faire de cet endroit un endroit encore plus magique qu'il ne l'est déjà. Et pendant que je vous parle, j'arpente et toujours cette vue incroyable. Vous remarquez que c'est quand même très silencieux. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'hirondelles. Et c'était vraiment ce qu'on cherchait, c'est-à-dire être au calme, mais en même temps être au cœur de l'activité. Mais je vais arrêter de vous dire à quel point ce terrain est extraordinaire, puisque je pense que vous l'avez très clairement compris. Pas la peine de le répéter, mais en fait je le répète plus pour moi que pour vous. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis heureuse et tellement reconnaissante d'être là, en fait. Et de me dire que ici, c'est chez nous. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos, avec plaisir, vraiment. Nous, en attendant, on va s'attaquer là aux galères qui vont arriver, qui vont durer plusieurs années. On le sait, mais on est préparé moralement. Franchement, si ça met 3 ans, on n'est pas pressé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est quelque chose de bien dans tous les sens du terme, et on va s'appliquer pour le faire. De toute façon, si la construction n'est terminée que dans 3 ans, vous avez bien compris qu'il y avait 1001 choses à faire sur ce terrain, qui ne sont pas obligés d'attendre que la maison soit terminée. Donc il va y avoir de quoi s'occuper. Et évidemment, je vous emmènerai avec nous dans toutes ces galères, dans tous ces exploits, dans toutes les étapes de cette construction, et voilà, j'espère qu'on mènera une belle aventure ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.